C'est une nuit parfaite pour un dîner aux chandelles. Le cannibale affûte son couteau à filet, un éclat de faim dans son œil. Cela a été une longue semaine de travail, à voir des clients, à gérer des comptes, à faire des calculs, à devoir prétendre qu'il est comme tous les autres, cette masse de bétail fade et ennuyeuse. Mais le vendredi, il peut se livrer à ses passions ultimes. Quelle belle journée! Un murmure silencieux et douloureux émane du garde-manger. Le cannibale l'ignore et coupe des carottes. Par une soirée froide comme celle-ci, il pourrait se perdre dans une bonne soupe chaude et une bouteille de rouge. Le murmure dans le garde-manger devient un cri étouffé. Quelle impolitesse, cela interrompt sa partie préférée de la pie voleuse sur vinyle. Cela ne convient pas du tout. Il nettoie le jus de carotte de la lame scintillante du couteau et se dirige vers le garde-manger d'un air féroce, les dents serrées. Il ouvre la porte renforcée. Des guirlandes d'ail sont accrochées près de la saucisse italienne importée. Des conserves et des cornichons remplissent les étagères dans des bocaux. Il y a tellement de fromage affiné qu'il ne peut pas se souvenir de tous les noms. Et bien sûr, Keith, ligoté et bâillonné dans le coin, ses chevilles enchaînées au mur. Récemment, Keith était stagiaire chez Cannibal Entreprise. Il avait sous-performé. Il était toujours en retard. Il était insubordonné. Pourtant, le cannibale est ingénieux et pragmatique. Voilà pourquoi son salaire est si élevé. Il a vite trouvé une autre utilisation pour le pauvre Keith. Tandis que Keith supplie à travers la corde dans sa bouche, le cannibale ressent une faim naissante. Il est toujours le plus excité quand le bétail a peur. Cela lui donne un sentiment de puissance presque divine. Ils pleureront, ils supplieront, mais tôt ou tard, la réalité s'installe. Ils sont moins qu'humains maintenant. Ils sont de la nourriture. Keith, perdant espoir, observe une particularité architecturale dans la pièce. Le sol est légèrement incliné vers le centre de la pièce. Il y a une grille de drainage. Le cannibale remarque Keith qui le regarde et sourit, un large grincement de dents prédatrices. « J'ai fait spécialement concevoir cette pièce pour mes habitudes alimentaires inhabituelles, Keith, dit-il, prenant un plaisir démesuré à cela. Cette bouche d'aération qui t'intéresse tant, elle sert à récupérer les débordements. Je ne supporte pas mon désordre. » Le cannibale sort le couteau affilé, propre, froid et mortel, tout comme lui, et se met au travail. Pas besoin de différer le plaisir. Plus tard, après avoir nettoyé la réserve et cuisiné, le cannibale sert un savoureux ragoût de viande dans un de ses bols en porcelaine. Il prend une gorgée, chaude et délicieuse, comme des ailes de lumière dorée qui se déploient dans sa poitrine. Finalement, le stagiaire Keith lui est d'une certaine utilité. La vie peut réserver des surprises comme celle-ci. Le lendemain, alors que le cannibale est assis dans le bureau d'angle de son gratte-ciel bien-aimé, envoyant des emails à ses clients les plus précieux, il se sent merveilleusement en paix. Il ressent toujours ça après avoir mangé. Cela confirme ce qu'il voit comme un fait fondamental de sa réalité. Les êtres humains ne sont que du bétail. Il est le prédateur, et tous les autres sont des proies. Les détectives l'interrogent dans l'après-midi, comme prévu. Ils lui posent un ensemble standard de questions sur sa vie, son histoire, ses interactions limitées avec le stagiaire Keith, s'il a remarqué quelque chose d'anormal. Le cannibale se comporte comme un citoyen préoccupé, assurant qu'il n'a malheureusement pas d'informations utiles pour eux, mais espère que le jeune Keith sera retrouvé sain et sauf. Tout en parlant, il joue avec un fil de Keith encore coincé entre ses dents. Quand les détectives partent, il ressent le frisson ultime. Il s'en est sorti. La seule preuve pouvant le faire arrêter traverse actuellement son intestin grêle. La transgression le rend audacieux. Il se nourrit normalement une fois par mois, mais quel serait le mal à faire un double cette fois, juste pour célébrer à quel point la première s'est bien passée? Il sourit pour lui-même. Oui, ce soir cela se reproduira. On passe aux rues sombres de la partie la plus pauvre de la ville, où il rôde dans sa Mercedes-Benz comme un crocodile métallique. La pluie tombe comme des couteaux. L'asphalte est une rivière, est un terrain de chasse. Personne ne manque de gens ici, et c'est quelque chose sur lequel il compte. Alors qu'il conduit et cherche sa prochaine victime, il se remémore avec nostalgie ses repas passés. Une femme solitaire rentrait de la salle de sport chez elle. Il a regardé son entraînement à travers la vitre toute la nuit, sa faim grandissant. C'est un prédateur embusqué. En sortant de la salle de sport, il est descendu de sa voiture, a mis une cagoule noire et caché un marteau dans sa manche de veste.
Elle ne s'est pas retournée avant qu'il ne soit juste derrière elle, et à ce moment-là, eh bien, il était déjà trop tard. Elle a fait un pain de viande passable. Il y avait bien sûr le mécanicien au bord de la route. Il était assez facile. Il suffisait d'un téléphone volé à une victime précédente et d'une route sombre. Il est apparu au milieu de la nuit pour résoudre ce qu'il pensait être un problème de voiture, mais qui était en fait un problème de désir. Il est surpris de voir le cannibale sortir de l'ombre, un pistolet dans sa main d'acier. Il est entré si paisiblement à l'arrière de la voiture du cannibale, aussi doux et obéissant qu'un agneau nouveau-né. Il a fait d'excellents steaks plus tard. Et comment pourrait-il oublier le garçon adolescent qu'il a attiré chez lui en prétendant être une fille de son âge en ligne? Les gens se trompent facilement quand ils croient obtenir ce qu'ils veulent. Revenu au présent, il a choisi sa cible. Il se gare en voyant une sans-abri emmitouflée dans le froid sur le trottoir. Il peut lui offrir un endroit chaud pour la nuit, mais pas du genre qu'elle attend. Le cannibale sort de sa voiture, sa forme cachée derrière un long imperméable coûteux. Il s'approche de la femme sans abri et la pousse du pied jusqu'à ce qu'elle se réveille, confuse et agacée. Il aspire à une chasse palpitante ce soir. Quand elle lui demande ce qui lui prend de la réveiller comme ça, au lieu de répondre avec des mots, il plonge la main dans son manteau et sort une hache. Ses yeux s'élargissent quand elle le voit. Cet homme, ce monstre, lui veut du mal terrible. Elle se hisse sur ses pieds, surfant sur une cascade d'adrénaline, et commence à courir dans la rue, criant à l'aide, exactement comme il le souhaite. C'est alors que la poursuite débute. Alors que les volets se ferment et que les lumières s'éteignent, la femme sans abri dévale les rues froides et désolées. Les gens de ce quartier savent mieux que quiconque qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres. Ils ont été entraînés à ignorer et simplement être reconnaissants que ce ne soit pas eux. Leur apathie est le plus grand allié du cannibale dans ses chasses monstrueuses. La femme essaie de frapper contre des portes indifférentes, ses joues striées de larmes. Pas de réponse. Le cannibale poursuit son rythme, perfectionné après d'innombrables heures sur le tapis de sa salle de sport premium. Il peut la rattraper à tout moment s'il le souhaite, mais cela l'excite de prolonger la poursuite. La poursuite est le seul moment où il se sent lui-même, le prédateur qui est en lui. Mais la sans-abri n'a pas renoncé. Elle refuse de se coucher et devenir la proie du monstre à la hache. Quand elle réalise que personne d'autre ne l'aidera, elle n'a qu'une option. Elle doit se protéger elle-même. Elle franchit le ruban marqué « Interdit d'entrée », entrant dans un chantier de construction abandonné, vestige d'un centre commercial inachevé. Comme tout le reste ici. Avec ses pieds nus qui piquent contre le gravier poreux, elle court vers des escaliers à moitié terminés au niveau de base du chantier et commence à les monter, volée après volée, avec un vent inhumain dans son dos. Non loin derrière, le cannibale serre le bois laqué du manche de la hache, faisant des pas réguliers. Il pense que la peur ne fera que la rendre plus savoureuse. Il n'y a aucune chance en enfer qu'une pauvre égarée comme celle-ci puisse jamais le surpasser. Il y a une chose que le cannibale sous-estime, la volonté de sa victime potentielle de survivre, et c'est une erreur qui lui coûtera cher. La traque du cannibale de la sans-abri l'amène dans un des nombreux étages déserts du chantier, peuplé de feuilles de plastique translucides fantomatiques et de poutres métalliques. C'est comme un scénario de film d'horreur bon marché, propice à un meurtre à la hache, et le cannibale a bien l'intention de concrétiser cette prophétie. Il se faufile à travers les feuilles de plastique, traînant sa hache derrière lui sur le sol avec un grincement menaçant. Elle doit être quelque part par ici. Il fouille derrière d'anciens fûts de ciment. Rien. Il prend le temps de regarder autour de chaque pilier de béton, ses belles chaussures faisant un agréable tap-tap-tap sur le sol. « Je sais que tu es quelque part par ici, » dit-il. « Ne pense pas que tu vas me rouler. C'est la partie amusante. Je suis juste en train de me donner faim. » C'est ici qu'il commet son erreur fatale. Il porte une belle paire de chaussures à lacets et elle ne porte rien du tout aux pieds. Alors qu'il se vante et se moque, il ne peut pas l'entendre s'approcher silencieusement derrière lui. Il ne réalise même pas qu'elle est là, jusqu'à ce que quelque chose frappe l'arrière de sa tête avec une force énorme, le renversant au sol, étourdi et les yeux remplis d'éclats blancs brillants. La hache tombe à terre à côté de lui, juste hors de sa portée. Il se tourne, ses cheveux déjà salis de sang, et la voit debout au-dessus de lui. Elle porte une barre d'armature longue, le haut transformé en une massue de béton dur, tachée de rouge. Elle ne lui donne pas la chance de prononcer un mot. Elle le frappe encore et encore,
Ses bras, ses jambes, ses côtes, son visage. Elle le bat jusqu'à ce qu'il soit à l'article de la mort et le laisse là dans le froid, entouré de feuilles de plastique fantomatiques qui flottent au vent. Le cannibale reste là, trop agonisant pour bouger. Il ne faut pas longtemps pour qu'il voie le rouge et le bleu clignotant des lumières de police et le hurlement des sirènes. Il sait que sa maudite vie de mensonge est terminée et il ne peut même pas prendre la fuite. Ce qui suit est un flou pour le cannibale, mais une nouvelle majeure pour tous ceux qui le connaissaient. Il est arrêté et enregistré. Il fouille en son appartement et trouve ce que la presse appelle sa salle d'exécution spécialement conçue pour l'abattage et la dévoration de victimes. Il trouve les preuves dans son coffre-fort. Des trophées et bibelots provenant de ses anciens repas. Il le relie définitivement à 12 disparitions locales différentes, pour aucune desquelles il n'a d'alibi convaincant. En d'autres termes, le cannibale qui a réservé ce sort à tant d'autres est cuit. En raison de l'émoi public et de la publicité entourant l'affaire, le juge se sentait contraint de sévir sévèrement contre le cannibale. Il a été condamné à mort par injection létale. À l'annonce de la sentence, le cannibale fond en larmes dans la salle d'audience. Cela devient un moment viral sur Twitter. Il passe un quart du temps qu'un condamné typique passe dans le couloir de la mort. C'est un moment calme et solitaire. Un enfer vivant. Au moins, il pense que ce sera fini une fois rempli de produits chimiques mortels. La haine. L'humiliation. Il ne pourra plus l'entendre. Cela le réconforte alors qu'il l'attache à la civière et insère les seringues dans ses veines. Tout devient noir. Et puis il se réveille ni au paradis ni en enfer. Il se réveille dans un dortoir sécurisé bondé, vêtu d'une combinaison orange, entouré de tant d'autres comme lui. D'autres hommes hantés, brisés, confus et recroquevillés. Occasionnellement, des hommes armés venaient chercher un ou deux hommes en combinaison orange du dortoir. Parfois, ils revenaient. La plupart du temps, ils ne revenaient pas. Le cannibale voit un homme entrer et sortir. Chaque fois, il semble un peu plus secoué. Curieux, le cannibale s'approche du prisonnier vétéran pour comprendre ce qui se passe. Qui sont leurs ravisseurs? Que va-t-il leur arriver ici? La réponse qu'il entend le remplit d'une terrible crainte. Ils sont dans une sorte de laboratoire. Lorsqu'ils sont extraits de la couchette et emmenés dans les zones de test, ils sont exposés à des objets maudits, des monstres, des entités au-delà de la compréhension. Le vétéran explique au cannibale l'existence d'un reptile géant, toujours immergé dans un grand réservoir d'acide. Un médecin de la peste œuvrant sans cesse sur des zombies façon Frankenstein, créés à partir de cadavres de leur espèce. Cet horrible homme pourri dans la pièce sombre, qui peut traverser les murs et se nourrit de douleur. Finalement, chacun d'entre eux sera appelé à faire face au jugement, à être le sujet de quelque terrible expérience. Peut-être que c'est pire que l'enfer, le destin inévitable et l'attente apparemment éternelle pour cela. Quand vient le temps, le numéro du cannibale est appelé. Une paire d'inconnus en tenue tactique noire et des pistolets à la ceinture. Il sent la sueur froide se rassembler sur son front. Est-ce ça ? Va-t-il être nourri au monstre ou poussé dans une dimension de poche cauchemardesque? Employé pour des exercices de tir sur cible ou dans une expérience par un immortel docteur de la peste? Après avoir entendu sa tête remplie d'histoires d'horreur par tous ses codétenus, il ressent de la peur, vraie et pure, et paralysante. Est-ce que toutes ces victimes ont ressenti cela? Avant que le couteau ne tranche ou que la hache ne tombe, les hommes en tenue tactique l'emmènent dans une longue et étroite ruelle vers une autre pièce sécurisée. Cela lui évoque la salle d'interrogatoire de police vue lors de sa première arrestation, avec ses carreaux blancs et une table en métal au centre. On l'invite à s'asseoir, et il le fait, sentant son cœur battre fort dans sa cage thoracique. Un détenu à l'intérieur d'une prison. On dirait qu'il attend une éternité pour que cette porte s'ouvre et qu'un scientifique entre. Le scientifique porte un sac en papier, un sac qui pourrait contenir toutes sortes d'horreurs inconcevables. Le cannibale frissonne lorsque le scientifique le place sur la table devant lui, anticipant un éventuel événement, bondir et attaquer sans prévenir. Mais non, le sac reste mortellement immobile et le scientifique l'encourage à l'ouvrir. Avec appréhension dans son cœur battant, le cannibale ouvre le sac et y plonge la main. L'attendant à l'intérieur est un hamburger encore chaud. Il se demande quel est le piège. Est-ce que le hamburger va le manger? Va-t-il exploser, se transformer en pierre ou en monstre après avoir mangé? Les terribles possibilités semblent sans fin.
Il essaie de retarder, de temporiser, mais l'inévitabilité de tout cela s'impose. Il doit mordre dans le burger terrifiant. Le cannibale enfonce ses dents, prenant une bouchée prudente, et attend que l'autre chaussure tombe. Mais à sa grande surprise, cela semble juste être un burger normal. Il regarde de nouveau le sac en papier brun. Il y a un logo délavé dessus qui dit « Quick and Ready Meals ». Il est confus. Le chercheur se racle la gorge et pose une seule question. Ce que vous venez de manger avait-il le goût et la texture de la chair humaine? Le cannibale, pensant à une question piège, secoue la tête. Non, c'est simplement un burger normal. Quel est le piège? Il ne détecte jamais le piège. Le chercheur le remercie pour son temps, puis les gardiens le ramènent à sa cellule en attente d'une autre expérience nécessitant sa participation. Il ne connaîtra jamais la vérité sur SCP-971, mais vous le saurez, chers spectateurs. Juste maintenant, en fait. SCP-971 fait référence à une collection de menus à emporter usés provenant d'un service de livraison de nourriture inconnu sous le nom de Quick and Ready Meals. Sa supposée entreprise mère nie le connaître et aucun registre commercial officiel n'a été découvert. Pour un œil non averti, il ne semble même pas sortir de l'ordinaire. Le menu liste divers articles à emporter. Burgers, sandwichs et doigts de poulet, frites, soda. Si vous appelez le numéro du menu, un annuaire en ligne vous accueillera, vous invitant à entrer les numéros de votre commande. Après cela, votre carte de crédit sera débitée, et dans 15 à 20 minutes, un sac en papier portant le logo de Quick and Ready Meals apparaîtra sur votre seuil. Vous apprécierez probablement le repas. Sauf pour une chose. Même si vous commandez du poulet, vous ne discernerez pas vraiment son goût. Notre cannibale, appelé D1282 par la Fondation, entre en scène. La première hypothèse de la Fondation sur la nature de la viande mystère SCP-971 était qu'elle était de chair humaine. Il n'y avait pas vraiment de raison à cela, si ce n'est le fait que lorsque la Fondation traite des anomalies à base de viande, il s'agit souvent d'une variation de la chair humaine. Cependant, lorsque notre jeune cannibale a croqué dans son burger SCP-971, il était tout aussi déconcerté par son contenu que n'importe qui d'autre. C'est parce que le contenu de la viande n'était en fait pas de la chair humaine. C'était quelque chose de bien plus étrange. Toute la viande de SCP-971 provient d'animaux sur la liste des animaux en danger de la communauté économique européenne, y compris les pandas, les guépards, les loups rouges et autres mammifères en danger. Et étrangement, ces créatures ne semblent pas nécessairement être blessées par le processus. Après avoir commandé des repas SCP-971 contenant de la viande, les animaux en danger locaux ont été pesés, présentant une biomasse inférieure à celle précédente. Bien sûr, si suffisamment de commandes étaient repassées, cela pourrait finalement créer une menace existentielle pour les animaux, mais aucun décès d'animaux lié à l'anomalie n'a été rapporté jusqu'à présent. Mais à part cela, aucun effet anormal n'a été signalé, aucun danger mémétique, aucun comportement compulsif. La nourriture n'a pas d'impact notable sur le consommateur, et la majorité ne saura pas qu'elle a été en contact avec une anomalie. En plus des menus en stock, les instructions actuelles pour les agents de terrain sont de répertorier et d'éliminer tout menu trouvé à l'état sauvage. En tant que classe sûre à très faible risque, les menus de Quick and Ready Meals à l'emploi sont conservés dans le classeur numéro 26 dans la salle des archives du site 19. Pour réquisitionner le menu pour les tests, vous avez besoin de l'autorisation d'un membre du personnel classé au niveau 4 ou plus, bien que les tests ne soient non pas autorisés plus d'une fois par semaine en raison de l'impact environnemental potentiellement néfaste. Si vous êtes comme moi, il y a un tiroir ou un placard chez vous qui a passé les dernières années à accumuler un grand nombre de menus de plats à emporter locaux, dont beaucoup dont vous ne pouvez pas vraiment identifier l'origine. Si vous craignez que votre grignotage nocturne nuit à un animal en voie de disparition, pourquoi ne pas jouer la sécurité avec DoorDash? Hashtag non sponsorisé. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur dès maintenant. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-2611, grand et en charge.